ce que je fais répond à 3 questions, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Et ces questions sont plutôt des questions qui sont évoquées dans la philosophie que dans la technologie proprement dite. Y aura-t-il encore des êtres humains dans 1 million d'années et quelles seront leurs vies? C'est rarement évoqué dans les romans de science-fiction, même si de temps en temps ça existe. Et ça me semble, ça, la vraie idée vertigineuse. Comment va évoluer notre espèce sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années? Il y a quasiment une 4e personne qu'il aurait fallu inviter ici, qu'on ne peut pas inviter bien sûr, qui est Mary Shelley, qui avait écrit Frankenstein ou Prométhée moderne. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de pouvoir réaliser, on le réalise d'ailleurs, le Prométhée moderne, je pense que vous me le direz peut-être, mais des virus de synthèse, du vivant de synthèse, qui est quand même assez incroyable du point de vue philosophique et presque religieux. Voilà. Et puis l'autre chose qui me frappe, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans la recherche, il y a une 15aine d'années, il y avait Jurassic Park qui était sorti et je trouvais ça complètement débile. Je me disais, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Et puis j'ai constaté en une 15aine d'années la vitesse des progrès technologiques. Et tous les jours, je suis surpris de cette vitesse. Ça s'accélère encore avec la vitesse des échanges, avec Internet, etc. On arrive à une vitesse du progrès technologique qui fait que tant qu'on reste dans le champ du possible, les limites technologiques, on ne peut jamais dire que les limites technologiques ne seront pas brisées, en fait. Il y a des hypothèses de travail qu'on a aujourd'hui sur l'utilité des interfaces cerveau-machine. Avec le temps et avec les expériences, on est aujourd'hui dans un moment où on peut les tester, on peut voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien. Peut-être qu'on peut combiner différentes techniques. Une approche qui paraît prometteuse, c'est ce qu'on appelle le neurofeedback. C'est comme si vous faites de la musculation, mais là, c'est la musculation du cerveau. Et ça peut, à terme, améliorer vos compétences. Alors ça, c'est une application clinique, mais on peut imaginer aussi, chez des sujets sains, utiliser ce type d'approche. On a travaillé à un moment donné sur une puce qu'on implantait sous la peau de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ma réflexion dans mes romans est partie de là. C'est-à-dire que je suis parti du principe que la technique n'était par définition pas neutre. Alors pourquoi? C'est une vaste question, mais n'était pas neutre et qu'elle impliquait un certain nombre de logiques d'utilisation, un certain nombre de logiques commerciales aussi, un certain nombre de logiques marketing, des logiques industrielles, etc. Et que finalement la technique ne pouvait pas se limiter, on ne pouvait pas limiter l'analyse de la technique à la simple technique. Et qu'il fallait aussi aller regarder comment elle était produite, comment elle était reçue, comment elle était perçue, quelles étaient les valeurs qui étaient véhiculées à travers cette technique. La technologie apparemment cherche à donner de l'ordre au monde qui nous entoure, et en fait on découvre que les gens qui sont dans ces technologies, l'informatique, mais aujourd'hui de plus en plus la biologie, les neurosciences, etc., ont une fibre anarchiste extrêmement prononcée. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, la figure héroïque, je dirais, de la personne du monde de ces nouvelles technologies, c'est quand même le hacker. Alors je précise définition du hacker, parce que c'est vrai que dans la presse, vous avez souvent l'impression que le hacker est un gars très méchant, qui fait des choses tout à fait horribles, comme attaquer des ordinateurs, ou pire, télécharger du MP3, enfin faire des choses vraiment affreuses. Le hacker, c'est simplement quelqu'un qui sait maîtriser un système au point qu'il est capable de lui faire faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, cet esprit hacker qui était propre à l'informatique, aujourd'hui on commence à trouver des biohackers, par exemple, qui cherchent à bricoler le vivant de manière aussi, mais vous inquiétez pas, hein, ils vont pas fabriquer du virus Ebola, ils cherchent surtout à comprendre les mécanismes de l'ADN et c'est plutôt éducatif comme mission, mais qui cherchent à faire de la biologie indépendamment des laboratoires et à avoir de la créativité en sciences indépendamment des laboratoires. On commence à parler de neurohacking, c'est-à-dire de gens qui cherchent effectivement à contrôler leur propre cerveau à partir de techniques qui sont plus ou moins artisanales, on va dire. Donc effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce double mouvement. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une tentation de l'ordre, mais il y a aussi quelque part un esprit de désordre dans ce monde de technologie qui agit comme contrepoids.